Nous sommes en compagnie de Konstantinos Merakos, représentant du Parti conservateur et le candidat pour Chemédé pour le Parti conservateur du Québec. Monsieur Merakos, Oui. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, vous êtes justement aujourd'hui ici pour représenter le Parti conservateur du Québec, Oui. puisque Monsieur Duhem ne pouvait être présent. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour débuter, je vous laisserai peut-être vous présenter quelque peu. Donc, votre Oui. parcours, si on veut, et ce qui vous a amené à vous présenter pour le Parti conservateur. Écoute, tu vois mon parcours, j'ai des cheveux blancs, donc tu vas réaliser j'ai quand même un petit long parcours, malgré le fait que j'ai 32 ans. On va commencer, j'ai fait un McGill, Relations internationales. Après ça, je me suis impliqué surtout dans les relations gouvernementales au niveau de la défense des nations, la sécurité nationale, etc. Donc, j'ai poursuivi une maîtrise à London School of Economics à Londres. J'ai une merveilleuse expérience. J'ai travaillé comme assistant législatif au Parlement quand j'étais libéral avant, parce que j'étais libéral, puis j'ai changé maintenant. On va voir pourquoi les raisons plus tard. Et après ça, j'ai décidé que je voulais faire un peu plus. Quand je travaillais moi pour les anciens combattants, avoir un bac en droit, pouvoir écrire la législation, je trouve que c'est un atout. Donc j'ai décidé de poursuivre à l'Université d'Ottawa puis l'Université de Montréal, un juriste docteur, pour devenir avocat. Puis présentement, je travaille pour Bergman Associés, un cabinet d'avocats au downtown à Westmount, et on fait beaucoup de droits constitutionnels, droits humanitaires, immigration, famille, protection de la jeunesse et litige civil commercial. Le Parti conservateur est en voie de connaître ses meilleurs résultats de son histoire aux élections provinciales. Selon vous, qu'est-ce qui explique, si on veut, cet intérêt, ce nouvel intérêt de la population vers le Parti conservateur? On voit un shift de paradigme. Avant, beaucoup, c'était libéraux d'un côté puis PQ. Et c'est tout sur la langue. Malheureusement, on est revenu sur ce sujet-là avec le 96, sur le sujet de la langue. Puis encore une fois, on voit les libéraux d'un côté, puis la CAQ, qui on appelle là, le nouveau PQ. Donc le monde sont un peu tanné de ces débats-là. Oui, on peut protéger le français, mais pas au détriment de notre système de santé qui est à terre. Pas au détriment de notre système d'éducation qui est aussi à terre. Donc, je trouve que le monde cherchait une autre alternative, quelqu'un qui va un peu plus être leur voix durant les 3 dernières années, quelqu'un qui n'a pas peur de discuter des thèmes controversés ou des thèmes qui leur tient à cœur, des vrais thèmes. Donc, je trouve que le monde, il voit en nous une vraie démocratie, des vrais démocrates qui sont là, qui vont les représenter à chaque niveau et pour chaque combat. On ne se le cachera pas, à Laval, présentement, selon les projections de Québec 125, la coalition Avenir Québec est favorite pour passer dans la plupart des comtés. Comment se déroule la campagne pour vous jusqu'à maintenant? Êtes-vous quand même confiant de pouvoir aller chercher des sièges à Laval? Quand on voit les sondages comme en Main Street, nous on est deuxième, je réalise sur le terrain, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui me disent on répond pas aux sondages, ou je suis conservateur mais je veux pas le dire pour quoi qu'une raison, je sais pas. Puis il y a des médias aussi qui jouent un rôle là-dessus là, avec qu'est-ce qui se passe. Donc je comprends que la vérité va sortir le 3 octobre. Puis je trouve que si on va être, je pense qu'on c'est grosse possibilité qu'on va être parti position officielle qui s'en vient, puis ça va être très excitant parce que on est des avocats, on est des ingénieurs, on est des médecins de famille, donc avoir ces gens-là puis d'autres phénomènes dans le système de l'Assemblée nationale, ça va être très très bien. Du côté du logement social, en fait, votre parti propose d'utiliser les montants qui sont absolument proposés pour des subventions justement en investissement dans des HLM pour plutôt le remettre justement aux contribuables qui ont besoin de ces sous-là pour eux-mêmes se loger. Donc quel effet ça pourrait avoir à Laval, qu'on sait qu'il y a quand même un certain manque de logement malgré tout, mais de remettre cet argent-là aux personnes plutôt que dans des nouveaux projets. Donc nous, écoute, l'idée c'est de venir aider parce que moi je paye un loyer aussi, puis chaque année ça monte. Donc deux remèdes immédiats qu'on peut faire, c'est premièrement nous on veut faire les baisses de taxes pour que les familles de 4 peuvent sauver 3500 par année, exemple. Ça c'est l'argent qu'ils vont pouvoir avoir directement dans leur poche pour dépenser la nourriture dans les logements. Enlever la taxe sur l'essence. Ça, c'est un impact direct qui pourra utiliser cet argent sauver pour payer l'oreille. Donc, pour les subventions, on parlait des HLM, je trouve qu'une solution immédiate que le monde veut, c'est de pouvoir payer le loyer. C'est ça, quand je rencontre le monde, ils ont dit, je l'atteins à peine à chaque mois. Donc, des allocations, des suppléments, ça va aider immédiatement. Puis éventuellement, parce que la construction, ça prend du temps. Puis le plus gros problème que moi, j'ai rencontré des personnes, je travaille aussi comme avocat, avec des personnes qui travaillent en construction. Le code de construction est très compliqué.
il y a des grosses réglementations. Il faut assouplir ces règles-là. Parce que l'idée, c'est de augmenter l'offre. Si on peut construire plus éventuellement, puis on va le faire. C'est ça, je pense qu'il y a 1,5 million de logements qui manquent au Québec. Donc, pour la solution immédiate, de l'argent dans leur poche sur les allocations et suppléments, puis éventuellement construire plus de logements, absolument, ça va être c'est pas un ou l'autre, c'est étape par étape. Sinon, du côté de la santé, on sait que les besoins sont criants à Laval. Le Parti conservateur propose justement plutôt de décentraliser, si on veut, le système de la santé pour une concurrence entre le public et le privé. Quels seraient les impacts, si on veut, pour le réseau Lavallois qui, on le sait, a déjà besoin d'aide en ce moment? Absolument. Donc, moi, c'est vraiment innovateur qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans le sens que ils veulent, et on en parle. Pour une fois, dans une campagne, on parle de la système de santé, puis on parle des mesures innovatrices. Donc, c'est-à-dire, imaginez, je vous donne un exemple pour simplifier. Imaginez, vous avez pour faire une chirurgie X. Ça prend dans un monde comme un premier monde, disons États-Unis, Europe, une opération comme ça prend environ, on va dire 90 jours. Si l'État n'est pas capable d'accomplir cette tâche-là en 90 jours, vous prenez votre RAMQ et vous avez l'opportunité d'aller dans une clinique privée pour vous faire soigner et les coûts vont être payés par le gouvernement. Donc, pour vous, vous venez de libérer une place au secteur public et vous venez d'avoir un soin immédiat dans un temps raisonnable à aucun coût, aucun coût de plus. Donc, l'important ici, c'est on a une vie à vivre. Votre vie, tu sais, il ne vaut pas 2000, 3000 ou 5000 ou 100 000 $. C'est le gouvernement qui a été négligent en termes de réformer, puis de moderniser, puis de décentraliser le système de santé. Donc, la solution immédiate, accès aux soins et éventuellement, je sais qu'il y a des questions qui me disent comment on va payer tout ça. On va en parler en économie tantôt, mais avec les exploitations énergétiques de façon responsable, la diminution de subventions dans le secteur dans les grosses compagnies qui n'ont pas besoin et la diminution de la bureaucratie, il va y avoir un gros budget, puis on va pouvoir venir comme la Norvège, où est-ce qu'on peut avoir les médecins de famille éventuellement qui vont pouvoir venir même chez vous pour les personnes aînées, exemple. Donc, décentraliser, inviter le privé et aussi offrir la compétition entre les hôpitaux. Donc, des hôpitaux qui sont capables de faire plus de patients, qui sont moins. C'est quoi le manque ici? Il faut vraiment venir recalibrer les services offerts dans le système de santé. Moi, personnellement, juste une dernière chose, ça fait 6 ans que j'ai pas de médecin de famille. C'est une des raisons pourquoi je me suis joué en partie, parce que je me suis dit, s'il veut pas me le donner, moi aller m'en chercher un moi-même. Et sinon, bon, du côté du sport aussi, donc c'est un peu lié, veut pas à la santé, mais vous proposez en fait que les jeunes aient un minimum de 30 minutes d'éducation physique obligatoire par jour. J'imagine, c'est un peu l'objectif de ramener les jeunes vers si on veut, la santé, vers un mode de vie actif. Absolument. Nous, je sais qu'en Grèce antique, j'ai des poèmes qui écrivaient puis disaient, pas des poèmes, mais des athlètes aussi, un corps en santé équivaut à un cerveau aussi, un esprit qui est en santé aussi. Un va avec l'autre. Et surtout à un jeune âge, c'est très important parce qu'on parle des statistiques, exemple, de 60% des jeunes vont être obèses en 2040, ou même plus que chose, je pense 2030, 2035. Donc, il faut faire l'activité civique pour, non seulement, le système de santé, c'est pour guérir, mais aussi on peut prévenir. Et en faisant l'exercice, on peut prévenir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'obésité, des problèmes de santé en général. Donc, moi, quand j'étais jeune, je m'en souvenais, c'était l'affaire la plus content de faire l'exercice civique, courir, jouer à... il y avait un jeu qu'on mettait la balle, je pense, la police ou quoi que ce soit. Il y avait une balle pour aller chercher. Tu sais, des jeux comme ça, puis ça me reste. Fait que c'est très important. Puis en sport aussi, je sais pas si vous avez une question, mais on parle aussi du 500 $ d'impôt au crédit pour les personnes qui s'inscrivent au gym aussi. Donc, c'est non seulement les enfants qu'on veut protéger, mais aussi les adultes. S'ils vont au gym, un crédit d'impôt de 500 $ pour se mettre en forme, pour pouvoir prévenir, enlever la TVQ pour des besoins d'achat sur les équipements, sur des affaires de gym, etc. Donc, c'est prévenir et guérir. C'est ça le système de santé, puis c'est ça qu'on veut faire. Du côté de la violence urbaine également, on le voit à Laval, bon, on est quand même pas mal touché, Montréal aussi, toute la région métropolitaine. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer, si on veut, la hausse de violence, puis qu'est-ce qui pourrait être une solution, si on veut, au problème? Il faut absolument, Champmédé est très affecté, c'est une des pires régions, je vous dis, en Québec.
Nous, la première chose, c'est qu'il faut que ça commence aux écoles. Aux écoles, il y a beaucoup de jeunes qui, pour une raison ou d'autre, sont attirés des fois par des mauvais organismes, on parle de gangs de rue, etc. Il faut les soutenir à l'école. À l'école, le professeur à cette heure, puis ça aussi, ça se touche les professeurs, sont débordés, sont épuisés. Les professeurs, ils jouent le rôle de instruire le jeune dans des langues, aux mathématiques, etc. Mais en même temps, ils jouent la sécurité entre les enfants, ils jouent aux psychologues, etc. Donc, venir aider les professeurs, donner des ressources en santé mentale, etc. Impliquer des polices, par exemple, des polices multilinguistiques. Des fois, ça peut faire, si exemple, quelqu'un qui parle français, ou qui parle, moi je parle grec, exemple. Imaginez un policier qui parle anglais, mais qui parle grec aussi. On voit les effets, puis ça a été essayé aussi ailleurs dans le monde, surtout en Angleterre et en France, où est-ce que des fois, les jeunes vont venir un peu plus écouter, ils vont dire, oh, il parle mon langage. Fait que moi, avec mon ami qui parle une autre langue, le policier nous écoute. Puis, et créer peut-être une communauté aussi entre les policiers et les jeunes pour qu'ils puissent, s'ils ont besoin d'aide, d'aller les voir. Donc, premier lieu, les écoles, commencer par là. Deuxième lieu, inviter la police à être pas vu comme un agent externe qui ont peur. Comme un big brother, un grand C'est pas frère. l'ennemi, en fait. C'est ça. Puis, deuxième aussi, s'attaquer aux armes illégaux qui rentrent. Donc ça va être aussi travailler avec le fédéral. Puis s'attaquer au ça aussi, que c'est les armes illégaux qui rentrent, qui pour s'attaquer à ce sujet-là. Donc, moi, je veux une approche plus communautaire, exactement. Puis c'est clairement une de mes priorités que je vais m'attaquer. Du côté de la main-d'œuvre, en fait, vous en avez parlé un peu tantôt, il y a 12 000 postes à pourvoir à Laval, donc il y a 12 000 postes pas comblés. Et on le sait, bon, présentement, il y a vraiment un gros problème de pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs autres régions également. Quelle solution proposez-vous justement pour régler ce problème-là? Belle question, puis c'est très important, on le voit à tous les jours. Les personnes disent, je pourrais trouver des employés, etc. Ici, il y a beaucoup de différents niveaux. Donc, premièrement, pour les aînés, offrir des crédits d'impôt jusqu'à 5 000 s'ils veulent retourner sur le marché. Ça fait pas de sens que s'ils veulent retourner et sont capables, qu'ils se voient pénalisés parce que leur pension va réduire s'ils travaillent. Donc, ça fait pas de sens. Donc, offrir des opportunités pour qu'ils retournent. Deuxièmement, baisser les taux de taxes qu'on veut baisser à 2% au moins par tranche. Ça va être une autre initiative pour les personnes qui vont s'installer ici, parce qu'on est des régions en Amérique où on n'est plus taxé. Après ça, on parle de l'effet, on oublie toujours, on n'en parle pas, là, puis on en parlait plus tard dans francisation. Mais la loi 96, la loi brièvement, où est-ce qui parle de venir forcer les entreprises ou d'autres gens à on va dire qu'ils veulent essayer de protéger le français, mais ça protège pas le français, là, puis on va voir plus tard pourquoi. Il y a beaucoup de compagnies qui n'appellent notre cabinet d'avocats, puis des familles, puis des entrepreneurs, puis ils disent, moi, je parle français, je suis fier de parler français, mais m'imposer à reformer tout mon système informatique, ça m'a coûté 5-10 000 $, j'ai pas cet argent-là, je suis une petite entreprise. Moi, je quitte pour l'Ontario, je quitte pour le Toronto, je quitte pour, puis il y a beaucoup des petites et grosses entreprises, des compagnies multimilliards qui s'en vont. Donc, puis, non seulement les entreprises, plus important, surtout le sujet de la main-d'œuvre, les employés, des professionnels, des ouvriers, etc., ils s'en vont aussi parce qu'ils disent, on n'a pas d'opportunité ici, puis ça va créer encore un pire problème sur la main-d'œuvre. Donc, après ça, sur un autre sujet qu'on veut attirer sur la main-d'œuvre, c'est reconnaître les diplômes étrangers. Donc, il y a des personnes qui ont des diplômes en ingénierie ou en médecine ou en avocat, etc. Donc, c'est venir accélérer ce processus-là. Donc, imaginez quelqu'un qui fait juste un stage, un examen, puis de retourner à l'école pendant 7 ans. On vient d'inviter quelqu'un dans le système de santé, tantôt qu'on a parlé, ou dans le marché du travail comme ingénieur ou quoi que ce soit, ou comme ouvrier. Donc, ça, c'est des thèmes qu'on peut avoir un effet immédiat. Puis, comme tantôt, j'ai parlé de la loi 96, nous, ça serait de l'effacer, de la déchirer, puis de réécrire une nouvelle loi qui va venir protéger le français. Puis en faisant ça, nous, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont rester, puis vont dire oui, je parle déjà le français, mais en termes de main-d'œuvre, on va rester ici, on a besoin de vous. La francisation, en fait, à Laval, présentement, on est passé sous le seuil des 70% de personnes que le français est la première langue parlée à la maison. Bon, vous en parlez un peu de la loi 96 tantôt, mais de quelle façon prévoyez-vous justement régler, si on veut, le problème du français au Québec? Je trouve que les derniers gouvernements, on parle libéraux, la CAQ, puis
je vais commencer comme ça. La loi 96 a été commencée et écrite main à main avec les libéraux et la CAQ. Et éventuellement signée en loi avec la CAQ et les Québec solidaire. Donc, ici, s'ils veulent protéger la francisation, il y a des articles comme 114 qui permet à l'OQLF d'avoir des pouvoirs de saisie et saisie et de perquisition sans mandat de juge dans une entreprise. Je comprends pas comment que ça peut venir protéger le français. C'est illégal, c'est inconstitutionnel un bureaucrate rentre chez vous, saisit votre cellulaire, votre ordinateur, vos documents personnels, vos documents confidentiels si vous êtes médecin ou avocat. Ça, c'en est un. Un deuxième, l'article 22.4 qui donne aux immigrants 6 mois pour apprendre le français. Après ça, ils sont abandonnés. Donc, tous les services après ça en français. Si on a appris le français ou pas en 6 mois, trop tard. 6 mois pour le français, c'est impossible pour l'apprendre, puis impossible pour l'apprendre comme il faut. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça va être une insulte envers le français parce que une langue, c'est une richesse, puis ça s'apprend, il faut que tu l'apprennes comme il faut puis correctement. Donc, sur ce sujet-là, comment que nous, on va faire pour améliorer la francisation? Puis moi, je le fais mon porte-à-porte. Les gens, surtout les anglophones, ils parlent français ou ils veulent le parler français. Puis les allophones aussi, ils veulent pas être forcés. C'est ça le gouvernement, les 3 dernières années qu'il faut qu'ils comprennent, le monde ne veut pas être forcé. On peut avoir des sensibilités positives. Donc, par exemple, avoir des cours à travers des professeurs qui, soit par Zoom ou qui viennent chez eux après le travail pour venir les instruire à la langue française. Avoir un guichet unique pour les immigrants qui viennent ici, pour avoir une personne qui les suit tout au long de leur parcours, offrir les services. Moi, je parle toujours de l'histoire que nous, on a parlé en français. Mes parents, ils ont parlé français, puis étant restés à côté de moi, après le primaire puis le secondaire, ils n'ont aucune ressource qui veut nous aider. Donc, on voit vraiment la politisation du français. Un côté, les anglophones les libéraux qui allaient chercher le vote anglophone, puis les caquistes dans le nouveau PQ qui allaient chercher le vote francophone. Ça, il faut arrêter ça. Puis c'est pour ça que j'ai proposé avec M. Duhem, avec Mme Samson, de réécrire une nouvelle loi qui va protéger le français à travers l'éducation, nos professeurs, valoriser nos professeurs qui sont là, gardiens de la langue, et sur des moyens non coercitifs à travers l'éducation, la technologie et un guichet unique qui va suivre les personnes tout au long. Sinon, sur le point de l'environnement, votre parti va également dans une autre direction des autres formations politiques. Oui. Vous proposez de poursuivre l'utilisation des gaz naturels. Qu'est-ce qui explique la différence, si on veut, de pensée entre vous et les autres partis? Donc, une autre très belle question. J'adore vos questions aujourd'hui. Elles sont très, très pertinentes. Écoute, nous jugeons au Parti conservateur parce que c'est une perspective réaliste, pragmatique et on va pas vous donner des chiffres puis vous dire oui, on va baisser d'un tel pourcentage en 2030, en 2040. La réalité, c'est que maintenant, par exemple, à la guerre en Ukraine, on voit des usines à charbon qui commencent à rouvrir. On est sur une planète. Il faut le dire, il faut être réaliste, on est sur une planète. Le fait qu'on relocalise notre pollution ailleurs, c'est irresponsable. Par exemple, on parle de la Chine, je vais utiliser l'exemple de la Chine, ils sont responsables de 30% de la population, les émissions à gaz à effet de serre, etc. Tandis que le Canada est à 1,5. On peut l'améliorer. 1,5, on peut l'améliorer, puis on pourra aller à 0. Mais si nous, on va à 0, puis la Chine continue à 30-40%, la pollution va se rendre ici, on est sur la même planète, les températures vont continuer à augmenter. Donc, notre perspective, et puis malheureusement, ça n'a pas été suivi par les autres partis, on a un exemple à l'extérieur de la Norvège. La Norvège a exploité ses ressources énergétiques de façon très responsable et très stricte. On a les réglementations aussi une des plus strictes endroits au monde. Donc, si on exploite nos ressources comme les gaz vous parlez, qui ne polluent pas ou polluent peu notre environnement, et de combler les besoins énergétiques à place de l'importer à travers des régimes qui polluent beaucoup plus et qui sont non démocratiques, je trouve qu'on va être gagnant sur ce sujet-là. Puis en même temps, ça va créer que le Québec une richesse. Puis après ça, une fois avec ça, on peut progressivement électrifier puis innover notre environnement et construire plus de paratrages électriques, construire plus d'auto électriques. Puis, mais il faut que ça soit graduel. C'est ça la différence. Nous, on va être les seuls environnementalistes qui vont arriver comme la Norvège. Les autres partis, ils cherchent à aller chercher un vote sur la base d'émotions. Donc, nous, ça va être progressif, l'électrification, progressif, toute l'énergétique, ça va être l'innovation à travers les compagnies. On pense par exemple, dans les années 80-90,
à le CFC, le chlorofluorocarbone. Pardon, je connais pas, je me trompe le mot là. Mais c'est sur les CFC, sur la couche ozone qui est en train de d'être détruite. Donc, le gouvernement travaille avec DuPont, puis on devient des nouvelles technologies qui vont nous sauver ça. C'est ça qu'on va faire. Donc, sur l'environnement, on est les seuls vraiment réalistes qui vont être pro-environnement, parce qu'on pense à l'avenir de nos enfants. Puis il faut protéger parce que on a une richesse ici en termes d'énergétique et en termes d'environnement. Donc, moi, je veux que mes enfants aillent aller dans les boisés, aillent l'eau qui est buvable, qui est sécuritaire. Donc, c'est ça, on est vraiment des personnes qui sont réalistes. Et je suis content que tu apportes cette question-là parce que beaucoup pensent que les conservateurs sont pas pour l'environnement. Puis c'est faux. On est les seuls qui, je dirais, le plus pour l'environnement parce qu'un bon environnement, tu le protèges, il donne des richesses, il va continuer à donner des richesses. Sinon, également, peut-être pour conclure, pour revenir à Laval, justement. Oui. Bon, on a parlé de différents thèmes. Qu'est-ce qui est les priorités, si on veut, pour les 4 prochaines années pour Laval, selon vous? Oui, pour moi, je parle aux gens, c'est surtout la loi 96, de l'abolir puis la réécrire. Le monde sont très concernés sur ce sujet-là. Ils sentent la loi 96 met de côté les articles 1 à 38 de la Charte québécoise de la liberté, les articles 2,7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le monde y a peur, sont concernés. Ils disent nos droits fondamentaux, nos ancêtres, grands-parents, nos parents ont sacrifié leur vie pour protéger cette constitution-là. Donc, ils sont très concernés sur ça. Donc, vraiment attaquer la loi 96, l'effacer, la mettre de côté, et après ça, faire une nouvelle loi qui va venir protéger le français à travers l'éducation et les technologies. Ensuite, c'est surtout on parle aussi de logement. Sur on va attaquer ça. Ensuite, l'environnement aussi, mais surtout sur la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, je trouve, c'est une autre préoccupation. Puis il y a beaucoup d'immigrants qui, comme on dit tantôt, qui ne peuvent pas travailler, ils disent je veux travailler, ils ne connaissent pas mon diplôme, aide-moi, je veux contribuer à la société. Donc, je vous dirais en termes là, 3 thèmes vraiment immédiats. Tous les thèmes que vous avez parlé, je vais m'attaquer. C'est une des raisons pourquoi je m'implique. Mais loi 96, le crime, la criminalité, ça c'est une autre thème. Puis j'espère que je vais pouvoir rencontrer les lieutenants de station de police, etc. Très bientôt. Loi 96, la criminalité, et après ça, l'économie. L'inflation, ça affecte beaucoup de monde. Et bien sûr, c'est bon. En fait, Monsieur Maracos, merci beaucoup, on a parlé beaucoup. Oui, c'est très apprécié. En fait, puis on va vous souhaiter également une bonne campagne d'ici le 3 octobre. Merci beaucoup, merci et bonne journée.